Comme vous le savez sans doute, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein a révolutionné notre conception de l'espace et du temps. Pour bien en comprendre son origine, il faut revenir aux fondements de la science et de la physique moderne et les travaux de Newton au XVIIe siècle. Lorsque l'on lit l'ouvrage de Newton, Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, il ne commence pas par énoncer les trois lois que l'on connaît. En réalité, le premier chapitre est consacré à une série de définitions dans lesquelles, entre autres choses, Newton définit la masse, mais surtout pour ce qui nous intéresse, l'espace et le temps. Et vous en voyez ici la définition qu'en donne Newton. Et en particulier, il fait appel à une notion de temps et d'espace absolu. Pour lui, il peut exister un temps absolu qui s'écoule en l'absence de tout observateur, en l'absence de toute matière, et un espace absolu qui existe en l'absence, là aussi, de toute matière et de tout corps. Et c'est de l'existence de cet espace et de ce temps absolu que Newton va pouvoir définir ensuite ses lois du mouvement à l'intérieur de cet espace-temps absolu. Donc ces lois, vous les connaissez. La première loi, essentiellement, est une loi énonce le principe d'inertie. La deuxième loi, c'est la loi qui donne le principe fondamental. Et la troisième loi, c'est la loi de l'action et de la réaction. Celle qui va nous intéresser principalement, c'est celle-ci, la deuxième loi, qui vous dit que la force extérieure est égale à la masse multipliée par l'accélération de la particule. Ce que l'on constate dans les lois de Newton, c'est que elles présentent une certaine classe d'invariance, c'est-à-dire qu'elles sont en principe énoncées dans cet espace-temps absolu que postule Newton, mais ce que l'on voit, c'est que, et c'était su depuis Galilée, c'est que si l'on effectue une transformation dite de Galilée à partir de cet espace-temps absolu, c'est-à-dire que l'on définit une nouvelle coordonnée R' qui est égale à R-VT, un temps T' qui est égal au temps, donc on ne change pas le temps, mais on décale, on se déplace à une vitesse constante par rapport à cet espace-temps absolu, eh bien les lois de Newton, vous le savez, sont invariantes. C'est-à-dire que dans les nouvelles coordonnées R' et T', le principe fondamental de la dynamique reste valable, c'est-à-dire que l'équation M A égale F que l'on avait écrite dans l'espace-temps absolu reste vrai dans le nouveau référentiel MA' est égal à F. Donc une conséquence de cette invariance par transformation de Galilée, c'est que cet espace-temps absolu qu'avait postulé Newton perd une partie de son caractère spécial, puisque ce que l'on voit, c'est que quel que soit le référentiel galiléen dans lequel on se trouve, les lois de la mécanique vont prendre la même forme, c'est-à-dire qu'on va avoir F égale ma pour toujours la même type de force. Si vous voulez, par exemple, si je prends le mouvement des planètes, la force en question, ce sera la force de gravitation universelle, que je regarde la physique dans cet espace-temps absolu, ou dans un référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à cet espace-temps absolu, la force que je vais mesurer entre les différents corps en mouvement va toujours être donnée par la loi de la gravitation universelle de Newton, c'est-à-dire le produit des masses fois G divisé par R². Donc plus généralement, le mouvement rectiligne uniforme est indiscernable du repos absolu pour les lois de la mécanique. On ne peut pas voir si on est en mouvement par rapport à ce référentiel absolu ou pas. Une conséquence des lois de Galilée, et qui sera important pour la suite, c'est que lorsque l'on passe d'un référentiel galiléen à un autre, on a une loi de transformation des vitesses qui est très simple. Ici, on a la loi de transformation des positions. Si on la dérive par rapport au temps, qui est le même dans les deux référentiels, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, on voit que dr' sur dt est égal à dr sur dt moins v. Et donc la vitesse dans le nouveau référentiel est égale à la vitesse dans l'ancien référentiel moins la vitesse des référentiels par rapport à l'autre. Donc la leçon que l'on tire de ces deux premiers transparents, c'est que à ce stade-là, le principe d'invariance galiléenne, qui avait donc été énoncé par Galilée pour la première fois, s'applique essentiellement aux lois de la mécanique. Entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, les physiciens vont par ailleurs explorer les lois de l'optique et découvrir les lois de l'électromagnétisme.
Et une question que nous allons nous poser, c'est le degré de validité de cette hypothèse d'invariance galiléenne vis-à-vis des lois maintenant de l'optique et plus uniquement de la mécanique. Parmi les dates importantes de l'histoire de l'optique, on peut d'abord citer l'observation de Rømer de 1776, qui va prouver que la lumière se déplace à une vitesse qui est finie. Il y avait bien entendu eu des tentatives antérieures, mais qui avaient échoué à mesurer cette vitesse évidemment extrêmement rapide de la lumière. Rømer, à l'époque, observait les occultations des satellites de Jupiter par Jupiter, justement, et avait observé que ces occultations étaient des fois en avance et des fois en retard par rapport à ce que l'on aurait pu attendre de la périodicité du mouvement des satellites de Jupiter autour de leur astre. Et ce que Rømer va postuler, c'est que cette avance et ce retard sont simplement dus au fait que pour parcourir la distance entre Jupiter et la Terre, eh bien la lumière met un certain temps, et suivant que, ici vous avez par exemple, donc vous avez Jupiter et le satellite en question qui tourne comme ceci, et la Terre sur son orbite comme cela, eh bien suivant que la Terre est ici ou la Terre est là, eh bien la lumière va mettre plus de temps à arriver ici à là. Et donc, apparemment, on aura l'impression, vue de la Terre, que l'occultation sera un petit peu en avance, et là un petit peu en retard, et de ce retard, entre donc les deux positions extrêmes de la Terre sur son orbite, eh bien on peut en déduire la vitesse de la lumière. Et donc c'est cette observation de Rømer qui a été la première détermination de la vitesse de la lumière. La deuxième expérience est due à James Bradley qui, une cinquantaine d'années plus tard, s'intéressait, lui, à la position des étoiles dans le ciel. Et ce que Bradley avait constaté, c'est que la position des étoiles changeait légèrement en fonction de la position de la Terre autour du Soleil. Il constatait que la direction depuis laquelle venait la lumière des étoiles variait périodiquement sur une année, comme ceci ou comme cela, donc notamment ici pour Gamma du Dragon, qui est une étoile qui était pratiquement au zénith. Bradley interprète ceci en utilisant la loi de composition des vitesses. On sait maintenant que la lumière se déplace à la vitesse c, et que la Terre, évidemment, se déplace autour du Soleil. Si la Terre était... Ici, on imagine une étoile qui est au zénith, et que la Terre est immobile, eh bien, il va falloir avoir un télescope, pointer le télescope vers le zénith pour pouvoir observer celle-ci. À présent, si la Terre est en mouvement, disons en mouvement rectiligne horizontalement, eh bien, la vitesse de la lumière, ou la vitesse des photons, pour prendre des termes plus modernes, arrivant de l'étoile, va être modifiée par la loi de la composition des vitesses, et la vitesse des photons va être la somme de la vitesse dans le référentiel absolu, on va dire dans le référentiel du Soleil, le référentiel héliocentrique, donc qui est une vitesse qui est verticale, avec c, et à laquelle il faut ajouter la vitesse horizontale de la Terre. Donc on a une vitesse, en fait, qui est comme ceci, qui est inclinée, et l'angle d'inclinaison est simplement le rapport entre la vitesse de la Terre et la vitesse de la lumière. Et donc cette expérience de Bradley, ou cette observation de Bradley, de ce qu'on appelle le phénomène d'aberration des étoiles, a été une des premières démonstrations du mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors toutes ces observations ont pu être interprétées dans le cadre qui était celui de l'optique corpusculaire, qui avait été postulé par Newton à l'époque. Vous savez que au début du XIXe siècle, une première révolution est arrivée avec les expériences de Young et Fresnel qui ont montré au tout début du XIXe siècle que la lumière était une onde, en effectuant des expériences d'interférence, notamment l'expérience des fentes de Young ou des miroirs de Fresnel. Si la lumière est une onde, comme les seules ondes dont on disposait à l'époque étaient des ondes mécaniques, telles que les ondes de surface sur l'eau ou les ondes acoustiques, c'est naturellement posé l'existence et la nature d'un milieu qui serait le support de propagation de ces ondes, qu'on appelle maintenant les ondes électromagnétiques. Et qu'on a appelé, donc ce support de propagation était appelé l'éther luminifère, donc éther et luminifère qui porte la lumière. Alors,
Très rapidement, on s'est aperçu que les propriétés de cet éther étaient assez étranges, surtout lorsqu'on essayait de savoir si cet éther était entraîné par la matière ou était traversé complètement la matière. Est-ce qu'il était sensible ou pas? Est-ce que son mouvement, le mouvement de cet éther, était sensible ou pas au mouvement de la matière? Et la question qui s'est posée, c'est au final, quelle est la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, qui est une reprise finalement de l'expérience de Bradley, puisque l'expérience de Bradley finalement suppose que l'on a une Terre qui se déplace par rapport à un éther, et un éther qui s'identifierait plus ou moins au référentiel héliocentrique, dans lequel la lumière se déplacerait à la vitesse c. Donc c'est Michelson et Morley qui, à la fin du XIXe siècle, ont essayé de répondre à cette question, de savoir si la Terre, oui ou non, se déplaçait par rapport à l'éther. Donc ils ont utilisé le fameux interféromètre de Michelson et Morley, où vous avez un faisceau lumineux qui est séparé par une lame séparatrice sur deux miroirs qui se recombinent, et on observe ici une figure d'interférence qui dépend de la différence de chemin optique entre les deux bras. Et donc ce qu'il se passe, c'est que la vitesse de la lumière est a priori égale à c dans le référentiel de l'éther. L'expérience se faisant dans le référentiel terrestre, eh bien, si l'on croit à la loi de composition des vitesses, eh bien, la vitesse des photons est décalée de v. Ici, on est à c moins v ou c plus v, suivant qu'on va dans le même sens que la lumière se déplace dans le même sens que la Terre, ou se déplace en sens opposé. Et donc cet effet va créer un effet de décalage de chemin optique entre le faisceau qui est comme ceci et le faisceau qui est comme cela. Et donc suivant la position de la Terre sur son orbite, eh bien la vitesse de la Terre par rapport à l'éther va être comme ceci, et si j'attends 3 mois, elle va être comme cela, puis comme cela, et encore comme cela. Eh bien, on doit voir un décalage des franges en sortie du Michelson, de l'interférence de Michelson, dû à cette variation périodique du chemin optique créé par la différence de chemin optique subie par la lumière lorsqu'elle passe dans le bras supérieur ou dans le bras horizontal comme ceci. Et au total, Michelson et Morley ont constaté qu'il n'y avait pas du tout de variation de ce chemin optique. Les franges d'interférence observées en sortie de l'interféromètre ne dépendaient pas de la saison à laquelle on faisait l'expérience. Alors, deux solutions se posaient à ce moment-là. Soit, petit 1, revenir à un modèle géocentrique, dans lequel on postulerait que, pour une raison obscure, le référentiel de l'éther serait immobile, serait identique au référentiel géocentrique, ce qui évidemment ne satisfaisait pas vraiment les physiciens de l'époque, ou alors invoquer des propriétés à l'époque assez étranges de cet éther. Lorentz et Poincaré vont tenter de trouver des propriétés de cet éther compatibles avec l'expérience de Michelson et Morley. Et ils aboutissent à la conclusion que l'éther doit être capable de se dilater ou de se contracter en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace par rapport à lui. Par exemple, si la vitesse apparente de la lumière devient plus faible, et donc le temps de parcours de la lumière sur un bras du Michelson devrait être plus long, eh bien, ce qu'il postule, c'est que l'éther va se contracter de façon à ce que la distance à parcourir devienne plus courte, en réalité, pour la lumière, et que donc le temps de parcours de la lumière soit inchangé, quelle que soit la vitesse de l'observateur. Donc même si les travaux de Lorentz et Poincaré réconcilient la théorie de l'éther avec les observations de Michelson et Morley, on aboutit à des propriétés de l'éther qui sont assez complexes et contre-intuitives. Et Einstein n'est pas du tout satisfait par cette approche et décide de prendre un autre point de vue à la fois plus simple et plus radical. Pour Einstein, ce que prouve l'expérience de Michelson et Morley, c'est que finalement, la loi de la composition des vitesses, c'est ce qu'on l'a écrite, c'est-à-dire dire que suivant la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther, eh bien, on a une vitesse de la lumière qui est égale à c plus v, c moins v, eh bien, cette assertion est fausse. Et ce que démontre en fait l'expérience de Michelson et Morley, c'est que la vitesse de la lumière doit être la même dans tous les référentiels galiléens. Et pour justifier cette
cette assertion, Einstein se fonde sur une extension du principe de relativité galiléenne. Nous avions vu au tout début que le principe de relativité galiléenne dans le cadre newtonien s'appliquait uniquement aux lois de la mécanique. Eh bien, Einstein postule que cette invariance galiléenne s'applique aussi aux lois de l'électromagnétisme. Et par conséquent, la vitesse de la lumière doit être la même dans tous les référentiels galiléens. En conséquence de ça, si la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels galiléens, il faut effectivement remettre en cause le principe de composition des vitesses, et c'est cette remise en cause de la cinématique qui va être à l'origine de la théorie de la relativité que nous allons décrire dans le chapitre suivant.